bonjour pour cette session d'introduction à l'énéagramme. Connaître son type de personnalité et celui de ses proches pour mieux interagir. Pourquoi c'est important de connaître justement son type de personnalité? Je vais vous parler d'une étude de l'ESSEC qui a été faite sur des cadres qui ont réussi voilà, leur carrière et on leur demande quels sont les critères qui ont permis de réussir leur carrière. Les trois premiers critères, en fait, sont l'intelligence personnelle, le diplôme et le relationnel. À votre avis, qu'est-ce qui arrive en premier? Donc, vous pouvez me le mettre dans le chat, me dire. Donc, ce qui arrive en premier, vous avez deviné, c'est évidemment le relationnel. Hein, je vois que c'est ce que vous me répondez. Euh, et effectivement, loin devant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au centre, je dirais, de notre réalisation dans l'entreprise, effectivement, c'est nos capacités d'adaptation. Et dans nos capacités d'adaptation, en premier lieu, c'est les capacités d'adaptation relationnelles. Donc voilà pourquoi c'est intéressant déjà de connaître effectivement son mode de fonctionnement, son type de personnalité. Ensuite, on s'aperçoit que depuis qu'on est tout jeune, il y a des types de personnalités, il y a des modes de fonctionnement avec lesquels on a vraiment un souci, parce que voilà, on trouve que cette personne est trop froide, trop distante, trop réservée, et on ne sait pas comment l'aborder. Et par exemple, quand on tombe sur une personne comme ça en entretien de recrutement, on est hyper mal parce que la personne ne nous laisse rien entrevoir, et alors que nous, on a besoin de feedback, on a besoin d'échanges. Voilà, bah là, typiquement, l'énéagramme va vous proposer des réponses par rapport à ce cas de fonctionnement. On se retrouve également dans des modes de fonctionnement où euh, euh, on peut trouver que les gens sont trop lents et que nous on aime bien, qu'on n'aime pas trop et que les gens se cassent la tête, réfléchissent trop, etc. Bah, l'énéagramme va permettre d'expliquer pourquoi ces personnes fonctionnent si différemment de nous et qu'est-ce qui fait que souvent les gens ont un a priori par rapport à nous qui sommes des gros fonceurs. Euh, voilà donc petite introduction. Depuis, je vais vous présenter également que depuis la nuit des temps, en fait, il y a des modes de fonctionnalité qui ne sont pas compatibles. Et si justement on a abordé ce typage des personnalités, hein, les outils de typage des personnalités, ça existe depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Hein, le premier outil de typage des personnalités, c'était Hippocrate qui l'avait mis en place. Donc il y avait 4 types de personnalités. Et puis depuis, il y a eu plein d'outils de type des personnalités. Donc l'énéagramme, c'est un de ces outils. Et au fond, on pourrait se demander, mais si on sait bien qu'il existe différents types de personnalités, qu'il y en a certains qui ne sont pas compatibles, pourquoi on ne se débrouillerait pas pour faire des équipes avec que des gens euh, qui, qui fonctionnent de la même manière? Pourquoi, par exemple, on a des gens qui adorent être parfaits? Pourquoi on ne mettrait pas que des gens qui sont parfaits ensemble? Qu'est-ce que ça poserait comme souci? Pourquoi, par exemple, il y a des gens qui adorent être critiques et qui, du coup, s'entendent pas avec des gens qui sont branchés sur le challenge parce que, bah, eux, effectivement, ils s'embarrassent pas de détails, ils ont besoin absolument de gagner. Pourquoi on ne mettrait pas que des critiques ensemble? Bah, la réponse, c'est que on a besoin d'être complémentaires. Donc, si je mettais que des perfectionnistes ensemble, le souci numéro un du perfectionniste, c'est qu'il veut tellement tout bien faire qu'il s'arrête jamais et qu'il a du mal à terminer son job et puis à le rendre dans les temps. Si je mettais que des critiques ensemble, bah, c'est qu'effectivement, on voit bien, tout est toujours critiquable. Et bah là, encore une fois, j'aurai un souci de livraison, j'aurai un souci aussi de créativité, hein, parce que c'est compliqué d'être créatif quand chacune de nos idées se fait rembarrer dès le début. Donc, finalement, on a besoin, hein, même si on a ces modes de fonctionnement qui ne sont pas compatibles, ben, on n'a pas tellement le choix. On a vraiment besoin des uns et des autres pour fonctionner. Et ce que je vais vous proposer, c'est effectivement de voir à travers l'énéagramme comment, quelles clés on peut sortir pour euh, fonctionner mieux ensemble.
Petit retour en arrière, je vous parlais du premier outil de typage des personnalités. Euh, Si on part sur la Grèce antique, donc il y a 2000, 2500 ans, hein, Platon a séparé le monde en deux. Pour lui, Platon, c'était très simple. Il y avait le monde de l'intelligible, tout ce qui était rationnel, et puis le reste, tout ce qui était illogique, inexplicable, complexe, les émotions, tout ça. Et tout ça, ça allait dans la caverne. Euh, il n'est pas le seul à avoir pensé ça. Parce que le mode de pensée de Platon, c'est le mode de pensée d'un type de personnalité et puis d'autres de types de personnalités voisins qui s'y raccrochent facilement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ce schéma de pensée, à savoir que ce qui est le plus important, c'est le rationnel, c'est le logique, ben, il y a tout un tas de gens qui ont pensé de la même manière. Si vous prenez Descartes, par exemple, le siècle des Lumières, le but, c'était de sortir tout ce qui est le rationnel. Et sur les mêmes schémas d'idées, hein, Thomas Hobbes, avec la théorie de l'évolution, a dit l'homme est un loup pour l'homme. Et comme si on laissait l'homme en fait tout seul, hein, soyons raisonnables, si on laissait l'homme tout seul, bon, il s'entretuerait, l'homme est avide, il veut manger la part de son voisin, il est égoïste, il pense qu'à lui-même. Donc le seul moyen de régir l'homme en société, c'est de faire un pouvoir concentré. Et par, donc ça, je dirais que ce mode de pensée, c'est à la base, c'est à la base de tout ce qu'on vit dans nos entreprises sur l'existence du mode hiérarchique, sur bah, l'existence de tous les aspects politiques, pouvoir. Hein. Donc voilà, c'est vraiment des éléments. Ces éléments-là, en fait, ils sont pas vrais dans l'absolu. Ils sont vrais si vous pensez qu'ils sont vrais. Ils sont vrais en fonction de vos croyances. Parce que depuis la nuit des temps, donc Aristote qui a 15 ans d'écart par rapport à Platon, était déjà pas de l'avis de Platon. Et on va voir que de la même manière qu'il y a tout un tas de descendants de Platon et de ses idées et du principe de fonctionnement rationnel, eh bien, Aristote, lui, pour lui, ce qui était le plus important, c'était pas simplement la logique, l'intelligible, mais c'était plus la notion d'expérience, de nature, tout ce qui est le sensible. Donc Aristote a énormément écrit sur les émotions, hein, c'est le premier, il y a 2500 ans, alors qu'effectivement Platon disait qu'il fallait surtout pas s'occuper des émotions. Et puis tout ce que Thomas Hobbes a écrit hein, euh, finalement, ça a été démonté au niveau scientifique hein, par des expériences de Hume, Fenberg, Bateson, où ils ont fait tout un tas d'études et de leur point de vue, de ce qu'ils ont pu mesurer dans ces études, il n'y a aucune explication plausible sur l'égoïsme de l'homme. Haid a vérifié le sens moral, Tereschenko a vérifié l'empathie, Mihaly, au niveau de la créativité, a bien montré qu'en fait on ne pouvait pas être créatif sans émotion. On voit aussi Antonio Damasio a écrit L'erreur de Descartes et il a montré qu'en fait on ne pouvait pas décider sans nos émotions. Donc effectivement, cette histoire entre rationnel et émotionnel dans l'histoire de la pensée, enfin, c'est un débat de toujours et c'est un débat qui existe toujours aujourd'hui. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, on est en train de revoir un peu nos croyances parce que, alors ça, c'est pas tout nouveau, hein, ça a commencé notamment avec la bombe atomique, parce que quand il y a eu la bombe atomique, c'est Martin Heidegger qui a écrit La science ne pense pas. Effectivement, la bombe atomique Hiroshima, c'est un pur produit de la science, c'est des mathématiques, hein, donc voilà, qui ont conduit à faire ça. Mais la science nous dit jamais est-ce que c'est bon ou pas, quoi. Et aujourd'hui, on est là-dedans sur comment enchanter le client, comment développer l'engagement, comment sauver notre planète, comment avoir une vie qui a du sens. Et ça, ben, c'est pas le rationnel, c'est pas la logique, il n'y a aucune équation, quoi. Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? C'est pas une équation. Si c'est une équation, en fait, vous avez juste coché les cases et vous avez dit j'ai réussi dans la vie, j'ai un job, j'ai un salaire, j'ai une femme, j'ai des enfants, voilà, ça c'est j'ai réussi dans la vie. Mais si j'ai réussi ma vie, est-ce que je me suis épanoui, est-ce que je me suis réalisé?
Ça, il n'y a que les émotions qui vont nous permettre de les avoir. Donc, il faut bien comprendre qu'effectivement, depuis la nuit des temps, on, on a on a un schéma de pensée culturel qui évolue avec le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, finalement, on a un inconscient collectif qui bouge plus vers l'idée qu'il est important de s'épanouir, de se réaliser. Et donc aujourd'hui, on se réouvre plus aux émotions que ça l'était, par exemple, au Moyen Âge, où il ne fallait pas réfléchir. De toute façon, on essaie, on était soit serf, soit seigneur, et voilà, il ne fallait pas trop se poser de questions. On sait aussi que depuis la nuit des temps, de la même manière que Platon et Aristote ne fonctionnaient pas pareil, n'avaient pas les mêmes idées, n'avaient pas la même conception du monde, ils n'ont pas décrit les mêmes idées. Et ça, on le retrouve si on prend la littérature, hein, Homère par exemple, dans l'Iliade, l'Odyssée, tout tourne autour du conflit. Hein, donc il faut affronter l'adversité, il faut combattre, il faut s'illustrer, il faut s'assurer la victoire. C'est les premiers objectifs du héros. Et ça, aujourd'hui, quand vous le ramenez à notre fonctionnement sociétal, on n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, on parle plutôt de partenariat avec les fournisseurs, de partenariat avec les clients, de partenariat entre entreprises du même secteur pour réinventer le secteur. Euh, on est beaucoup plus là-dedans. Dans toutes les entreprises, on cherche à développer la coopération. Donc vous voyez que ce qui était une culture, et à l'époque d'ailleurs, quand je vous ai dit, il y avait un outil de typage il y avait 4 types de personnalités. À l'époque, vous aviez le flegmatique, le sanguin, le colérique et le mélancolique. Donc déjà entre le colérique et le sanguin, on a du mal à faire la différence, hein, mais ce qui montre bien en fait l'état de l'époque, hein, il y a 2000 ans, effectivement, on était plus dans les combats, quoi. Mais ceci étant dit, même si culturellement c'était comme ça il y a 2500 ans, aujourd'hui, il y a toujours autant de personnes, une proportion de personnes pour qui la vie est un combat et c'est important. Et on a besoin d'eux aussi parce que, par exemple, dans des cadres hyper politiques en entreprise, bah, au bout d'un moment, il y a besoin d'enfoncer la porte et puis bon, ok, c'est quoi le problème? Comment on le résout? Donc, il faut comprendre que ça, effectivement, ce mode de fonctionnement combattant, voilà, il a existé de tout temps, il existe toujours et il existera toujours. De la même manière, euh, vous voyez qu'il y a un mode de fonctionnement qui est plus dit, je dirais, authentique, qui était celui de Socrate. Socrate était connais-toi toi-même. Donc le plus important dans ta vie, c'est voilà, te connaître. Ce qui paraît complètement délirant, hein. Pour des combattants, c'est oh là là, qu'est-ce que c'est que cette prise de tête? C'est des gens qui sont plutôt impatients. Je ne vais pas me casser la tête à savoir qui je suis et me poser des questions existentielles jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Et bien pour ces gens-là qui sont dans l'authentique, les conventions sociales, les valeurs communes, les convenances, les notions d'honneur, de pouvoir, de richesse, de savoir, de plaisir, voilà, toutes ces choses, hein, que les humains estiment tant, pour eux, le vrai sage, en fait, il voit que ça ne veut rien dire, hein. Donc ce qui agite l'humanité, le désir, l'orgueil, la crainte, bah, c'est du toc, des pièces sans valeur, hein. Tout ça, c'est ce que disent voilà, à l'époque Socrate, Diogène. Le secret, c'est vivre selon la nature. L'être humain qui parvient à la retrouver et à la suivre vivra heureux, débarrassé des artifices et des maux qui la civilisaient. Et des maux que la civilisation engendre. Vous voyez? Et donc ça, c'est assez représentatif de ce mode de fonctionnement. Un autre mode de fonctionnement très caractéristique, le mode de fonctionnement du sceptique, donc qui est incarné, je dirais, par les plus anciens, Pyrrhon, Sextus Empiricus, Épictète, Marc Aurèle. De toute façon, tu ne peux rien savoir, tu n'as rien à décider, donc puisque tu ne sais même pas ce qu'il faut préférer, euh, puisque tu as des impressions et des convictions superficielles et éphémères, voilà, c'est un mode de fonctionnement qui est complètement autre. C'est-à-dire, ce qu'on dit, c'est qu'ils se font une sorte de fin d'UV, de pensée neutre,
Hein, donc c'est ni l'un ni l'autre, ni vrai ni faux, ni bien ni mal. Le sceptique se fabrique une couette mentale. Elle le protège du monde, des autres, de lui-même, et évitant des tragédies, il se garde en même temps des bonheurs extrêmes. Voilà. Donc déjà, peut-être parmi ces, je dirais ces trois modes de fonctionnement vraiment très différents, vous avez peut-être déjà une idée de quel mode de fonctionnement vous vous rapprochez. Et je vais continuer parce que dans l'énéagramme, il y a- on décrit 9 modes de fonctionnement. Alors, ces 9 modes de fonctionnement, ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis la nuit des temps, il y a des modes de fonctionnement qui sont en opposition ou qui systématiquement en fait génèrent du conflit. Le plus classique, c'est entre le 8 et le 1. Le 8, il estime que voilà, il faut, il est impatient, il a soif de vivre le plus possible le moment présent, sa vie, d'agir, de réagir. Il est constamment en mouvement, il a énormément d'énergie et il trouve on fait trop de fioritures. En fait, il faut se dire les choses clairement parce que bah, ce qui est important pour lui aussi, c'est de ne pas se retrouver manipulé, blessé, contrôlé par les autres. Donc il aime bien que les choses soient claires. Il est plutôt du genre cash, brut de décoffrage. Donc, quand il y a un truc qui ne lui va pas, il n'hésite pas à le dire haut et fort. Et le 1, lui, c'est un type qui a beaucoup d'énergie également, mais par contre, dans son mode de fonctionnement, c'est quelqu'un qui cherche à être parfait sans arrêt et qui va, pour être parfait, bah, du coup, j'en laisse rien paraître. C'est-à-dire que je rends un travail qui est super, mais je laisse rien paraître sur le fait que j'ai possédé des heures carrées derrière, quoi. Et comme le 1, en fait, a une préoccupation, une agitation interne significative pour bien faire, il ne, il ne supporte pas la critique. Voilà, ça c'est le plus gros défaut du 1. Alors, vous verrez que dans chaque type de personnalité, chaque mode de fonctionnement a des qualités, des avantages, une puissance et en même temps des travers, des pièges, des défauts. Donc le 1 qui fait tout parfaitement, qui essaie d'être parfait aussi dans les relations, donc quand ça va pas, qu'il le dit pas trop, ou qu'il le dit d'une façon détournée, on verra comment. Eh bien, quand ils travaillent ensemble, le 1 fait super son travail, rend son travail. Le 8, qu'est-ce qu'il fait? Il voit pas toute la qualité, il voit pas l'intérêt d'abord de cirer les pompes, de dire tout ce qu'il y a de bien. Voilà, pour lui, ça serait ça, quoi, hein. Commencer par reconnaître les aspects positifs du travail, ça serait voilà, être, euh, être pas très honnête. Donc, en fait, le 8, le camp de base 8, il va dire au camp de base 1 directement quand il voit le travail. Il va dire, ah oui, mais il manque ça, mais il n'y a pas ci, mais il n'y a pas ça, etc. Et boum! C'est-à-dire que le camp de base 8, il est spécialiste de se planter dans les critiques ou dans la façon de... Il dit des choses tellement cash que, en fait, bah, tous les autres types de personnalités ont du mal avec lui. Hein. Et le 1 encore plus, parce que le 1, en fait, il va se vexer, mais il se vexe définitivement. C'est-à-dire que lui, il a fait un travail, il s'est investi énormément, et tout ce qu'on lui ressort, c'est de la critique, c'est des choses qui vont pas, et ça, c'est juste pas entendable. Donc, par exemple, avec un camp de base 1, un perfectionniste, il faut savoir que ce qui est bon, c'est d'utiliser le protocole du feedback vraiment de manière à la lettre. Donc le protocole du feedback, c'est qu'en fait, si j'ai une critique à faire, d'abord je la fais pas sous forme de critique, je la fais sous forme de piste d'amélioration et je l'englobe de façon sandwich, c'est-à-dire que je vais d'abord mettre des éléments positifs. Ah oui, j'ai beaucoup apprécié la nature de tes schémas. J'ai apprécié le contenu. C'est vrai que le dossier est vraiment super épais, complet, etc. Et il serait encore mieux si, et c'est là que j'introduis la piste d'amélioration.
Et ce document pourrait être encore mieux s'il y avait le schéma Tartampion. Voilà. Voilà. Déjà, première nature de conflit. Deuxième nature de conflit entre, je dirais, on peut prendre un exemple classique hein, que j'ai vu en coaching, hein, euh, un fils qui est Canvas 5, c'est le rationnel, le pur observateur. Je suis avare de mon temps parce que j'ai besoin, je suis en quête en permanence de connaissances. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est apprendre le plus possible et je vais jamais perdre mon temps avec des discussions au café, etc. Tout ce qui, voilà, moi, c'est la quête de l'omniscience, c'est tout savoir sur tout. C'est ça qui est le plus important pour un camp de base 5. Et donc ça, c'est le fils qui est en camp de base 5 comme ça. Donc il aime bien être avec la porte fermée et fonctionner de cette manière. Et puis la mère, qui est, je dirais, euh, dans les schémas types, dans les codes de la maman, qui est une altruiste. Sa fierté, c'est qu'elle aime, elle aide, elle est très empathique, elle est à l'écoute sans arrêt en train de se mettre à la place des autres. Quelles sont tes émotions? Comment tu te sens? Euh, à la limite, vous lui avez rien demandé, elle vient vous aider. Voilà, toujours essayer d'apporter quelque chose aux autres. Et là, eh ben, en fait, on se retrouve avec deux polarités qui peuvent pas fonctionner ensemble. Parce que la mère va être sans arrêt en train de demander à son fils comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens, et lui, pour lui, c'est pas du tout quelque chose qui va lui permettre d'apprendre quelque chose. C'est pas quelque chose qui va lui permettre de développer sa connaissance. Ça lui fait perdre du temps, quoi, au camp de base 5. Comment tu te sens? Est-ce que tu as passé une bonne journée? En plus, le camp de base 5, il est rationnel, logique, donc il n'a pas forcément accès à ses émotions. C'est compliqué pour lui de dire comment je me sens, c'est même vraiment horrible, quoi. Et donc, voilà, la mère en camp de base 2. Et donc, la mère en camp de base 2, ce qui est horrible pour elle, bah, elle est dans l'exemple que je décrivais tout en lancement, là, en intro de ce périple, c'est vous allez à un entretien de recrutement, camp de base 2, s'il se retrouve face à quelqu'un qui est en camp de base 5 à cet entretien de recrutement, c'est-à-dire qui est froid, distant, qui ne laisse pas paraître d'émotion, c'est très compliqué. Parce que le camp de base 2, il a besoin de retour, il a besoin de feedback, il a besoin de savoir est-ce que c'est bon, est-ce que vous me suivez. Donc d'ailleurs, vous pouvez me le mettre dans le chat, est-ce que ça va, vous me suivez, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous m'entendez bien. Voilà, vous pouvez mettre deux, trois petits commentaires. Donc vous voyez un autre exemple de transaction qui fonctionne mal. Autre exemple de transaction qui fonctionne mal, c'est entre le 8 et le 9 aussi. Le 8 et le 9, pourquoi? Parce que le 8, il aime bien décider vite, rapidement. Le 9, il déteste qu'on le presse. Il déteste, c'est le diplomate, il déteste qu'on lui mette la pression. Donc effectivement, bah, le 8 va trouver que le 9, bah, c'est quelqu'un de mou, c'est quelqu'un voilà, de politique, voilà, tout ce qu'il aime pas, le 8 qui est cash. Et le 9 va détester aussi le 8 parce qu'il va trouver que c'est un bourrin et qui empêche que les gens partagent différents points de vue. Le 9 il se fond dans les opinions des autres, donc il a besoin d'écouter tout le monde, quoi. Et le 8 le problème, c'est que il fait peur et il peut être menaçant. Voilà, je regarde dans le chat si j'ai quelques éléments. Alors, je sais pas comment je le vois le chat. Tac. Bon, je vais laisser comme c'était parce que je le vois pas. Ok. Voilà. Après un autre mode de fonctionnement qui est pas évident entre le 4 et le 3. Le 4 et le 3, pourquoi? Bah parce que le 4, lui, toute sa vie, il vise que l'authenticité, hein. C'est un peu le type le mode de fonctionnement de Socrate. Connais-toi toi-même, hein. Je me cherche. Et je passe ma vie à me chercher, hein, presque. Il y a ça. C'est aussi le créatif, l'artiste. Et avec le camp de base 3, ça va être très compliqué parce que le camp de base 3, il est focalisé challenge réussite. Donc là, ce qui est important pour le 3, c'est surtout éviter de perdre, éviter d'échouer. Et pour éviter d'échouer, bah, je suis capable, si on me dit qu'il faut être scientifique, bah, je vais sortir des arguments scientifiques, je vais reprendre mes lectures scientifiques.
Si on me dit qu'il faut être altruiste, bah, je vais être la main sur le cœur, je vais aider. En fait, le 3, il peut faire un peu girouette en fonction de ce qui va lui permettre de gagner. Entre les 6 et 7, ça fonctionne pas trop parce que le 6, il est hyper critique, euh, il est loyaliste, il est très loyal, et le 7, lui, il est constamment sur la... C'est l'épicurien, il est sur la quête du plaisir, il est sur la quête de... voilà, comment je peux maximiser mes occasions de me faire plaisir, les projets qui vont m'apporter beaucoup de bonheur. Alors que le 6 est plutôt sur quels sont mes devoirs de citoyen, mes devoirs de père, voilà. Donc vous voyez, c'est déjà une logique différente. Voilà, peut-être vous avez des feedbacks par rapport à cette courte présentation. Est-ce que ça fait écho à des choses chez vous? Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Moi, j'ai juste une question. Pourquoi vous avez choisi l'énéagramme et pourquoi pas un autre outil comme Processcom ou enfin, quelle est la valeur ajoutée selon vous de l'énéagramme par rapport aux autres modèles de personnalité? Alors, bah, de manière très simple, je dirais que l'énéagramme, c'est en termes de retour d'expérience, c'est un outil qui est que- qui, me qui me semble le plus simple en fait à s'approprier et dans la vie de tous les jours. Et en termes d'apport et de clés qu'il apporte, enfin de clés qu'il donne sur des accélérateurs pour fonctionner avec tel ou tel type. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, en termes de durée d'intervention. Par exemple, si vous voulez voir le MBTI, qui est l'outil de typage le plus utilisé hein, dans les recrutements et ressources humaines, c'est très compliqué de le faire en 3 heures. Donc voilà, l'énéagramme, on peut faire déjà une introduction et ça permet aux personnes d'en retirer quelque chose. Ensuite, par choix personnel, parce que moi je le trouve fascinant en termes de grille de lecture et en termes d'approfondissement. Enfin, il y a toujours à, à en savoir plus et je le trouve d'une justesse remarquable par rapport à tout ce que je peux voir. Hein. Moi, je vous le disais, hein, j'étais chef de projet pendant des années. Je fais du management transversal non hiérarchique. Si j'avais eu cet outil dès le départ, mais quelle accélération, quoi. La, la ProcessCom, en fait, c'est des couches successives qui viennent se mettre dans le temps et du coup, c'est moins évident de savoir comment l'appliquer. Alors que l'énéagramme, en fait, vous avez des camps de base dès le départ et en fait, le camp de base détermine des croyances vitales voilà, qui ne changeront pas, quoi. C'est-à-dire que même vous avez tous fait du développement personnel, mais l'énéagramme vous permettra, enfin, une fois que vous avez identifié votre camp de base, c'est vraiment fondamental parce que ça vous donne des clés également pour le développement personnel qui ne sont pas données dans d'autres approches. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non? Ok. Donc, ce qu'on va voir, donc, c'est l'énéagramme, donc l'utilité, l'application, l'historique des modèles, le code éthique, je vous en ai touché 2 mots. Et puis, on va passer un petit temps sur les fondamentaux, c'est nos 3 centres de fonctionnement. Voir que chacun d'entre nous, à 90%, dans 90% des cas, on vient de 3 mondes différents. Il y a 3 formes d'intelligence, hein, intelligence rationnelle, mentale, l'intelligence relationnelle, émotionnelle, et l'intelligence instinctive, notamment de répartie, quoi. Et puis, une fois qu'on aura vu ces 3 centres, eh ben, on verra les notions d'archétype, c'est-à-dire les 9 types de l'énéagramme, plus en détail. Voilà, donc l'énéagramme, l'intérêt hein, de l'énéagramme, c'est que ça permet de découvrir notre mode de fonctionnement par l'origine. C'est-à-dire qu'à la base, dans l'énéagramme, on estime que on fonctionne de cette manière-là parce qu'il y a quelque chose qu'on fuit le plus possible. C'est ce qu'ils appellent une compulsion.
C'est-à-dire qu'il y a la notion de pulsion, je suis irrésistiblement attiré vers quelque chose, et la compulsion, c'est irrésistiblement, je dois fuir telle chose. Donc il y a des gens qui supportent pas les conflits, il y a des gens qui supportent pas la banalité, il y a des gens qui supportent pas l'échec, vous voyez? Et chacun, en fonction de cette chose qu'on supporte pas, on a euh, mis en place un mode de fonctionnement pour contrer ça. Ça permet de prévoir nos réactions selon les situations positives ou négatives et nous donner des pistes d'évolution personnelle. Et donc au global, effectivement, d'améliorer nos relations. Voilà, donc je vous ai parlé de MBTI, je vous ai parlé d'Hippocrate, avec ses 4 premiers types de personnalité. Donc l'énéagramme, aujourd'hui, c'est enseigné partout dans le monde. Hein, les premières écoles de management qui l'ont mis en place, c'est à Stanford ou en Californie. Et voilà, il y a des centaines de milliers de livres vendus. Il y a quelqu'un qui a dû laisser son micro et qui fait couler un petit peu d'eau. L'énéagramme est de plus en plus utilisé en entreprise pour la gestion de carrière, la négociation, tout ce qui est intelligence collective et accompagnement au changement. Ben, évidemment, c'est un accélérateur fou, quoi. Et je dirais que vous, en tant que consultant ou chef de projet, c'est voilà, je pense que c'est vraiment utile d'avoir un outil comme celui-là parce que vous allez rencontrer sans arrêt des clients qui sont différents. Vous allez devoir fonctionner en équipe avec des gens qui fonctionnent pas pareil que vous et sur lesquels vous avez, des fois vous avez l'impression que vous n'êtes pas du même monde, quoi. Hein. C'est-à-dire que même si vous faites le même métier, même si vous avez les mêmes compétences techniques, si vous avez la même formation, des fois c'est compliqué de s'entendre. Non, ça vous parle pas? Alors, je- j'ai des échos là-dessus hein, dans les différentes écoles, dans les différents groupes dans lesquels j'interviens en entreprise. Hein, c'est fou, hein. C'est-à-dire que c'est sur les mêmes populations de métiers, voilà, il y a vraiment des difficultés relationnelles et un petit peu d'historique. Hein, donc l'histoire des 3 centres. Hein, Aristote en parlait déjà en moins 300 avant Jésus-Christ. Et ces 3 centres de fonctionnement, c'est-à-dire la tête, le cœur, le bassin, donc tout ce qui est mental, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est instinctif, les travaux de la neuroscience, les avancées des neurosciences aujourd'hui ont prouvé que ça existait. C'est-à-dire qu'on a des neurones dans le cerveau, on a également 40 000 neurones dans le cœur, et on a également 2 millions de neurones dans les intestins. Voilà, donc qui correspondent aux 3 centres, hein, 3 intelligences. Les 9 vertus étaient déjà dans le Nouveau Testament et l'énéagramme, c'est voilà, c'est enseigné et utilisé par les soufis. Les soufis sont des mystiques islamiques apparus au Moyen-Orient au XIe siècle. Et si vous vous intéressez au soufisme, vous avez Idriss Shah, sage d'Orient, qui est un ouvrage dessus. Donc voilà, c'est de la sagesse. Euh, le soufisme a 2 objectifs techniques fondamentaux, hein, c'est permettre à l'homme de se voir réellement tel qu'il est et l'aider à développer son être réel, son moi intérieur permanent. Voilà, donc l'énéagramme en fait est assez récent en Occident. Pourquoi? Parce que finalement il s'est transmis de manière orale, de génération en génération. Euh, voilà, c'est comme une tradition ancestrale, voilà, qui, qui, qui qui se perpétue, et donc c'est énorme hein, quand même, parce que depuis le XIVe siècle, hein, ça c'est du XIVe siècle au XXe siècle, ça s'est transmis par oral. Et puis, en 1970, Naranjo a fait une synthèse qui a permis sa diffusion partout dans le monde. Après, il y a eu d'autres approches. Wolinski a ajouté des choses, on verra une partie de son approche. Et globalement, euh, voilà, la naissance de l'énéagramme en Occident, ça date effectivement du fait que ça a été couché sur le papier. Le code éthique, c'est effectivement quand on part sur un outil de typage des personnalités, le risque numéro un, c'est voilà, d'enfermer les gens dans une case, espèce de 3, espèce de 6, toi, tel mode de fonctionnement, je ne peux pas te supporter, etc. Évidemment, chacun est plus que son type. Et,
Et donc, il faut vraiment avoir en tête ça. Ayez en tête que prenez cet outil non pas comme une vérité absolue, mais ou en tout cas n'attendez pas qu'il vous donne une vérité absolue, hein. Là, je rejoins Platon là-dessus. C'est vrai que c'est très compliqué de mettre en équation l'espèce humaine, hein. Si vous prenez votre propre mode de fonctionnement à vous, pour se connaître, c'est pas toujours évident, hein. Des fois, on y passe sa vie entière, et puis encore, certaines fois, nos réactions nous surprennent, potentiellement nos choix nous surprennent. Donc voilà, nous-mêmes, on n'a pas toutes nos réponses sur nous. Donc il faut avoir bien conscience que même si on a cerné le camp de base de quelqu'un, on n'a pas la clé, on n'a pas toutes les réponses sur son mode de fonctionnement et ça va pas tout nous dire sur lui, quoi. Donc l'avantage de l'énéagramme, c'est que ça va nous montrer quels sont les principaux pièges et comment en sortir. Ensuite, ça va nous permettre d'aider à progresser, parce que le gros avantage de l'énéagramme, c'est que quand vous êtes sur un camp de base donné, eh bien, il vous dit que, par exemple, j'ai cité le camp de base 3, le challenger, qui a quête de succès. Donc c'est je suis mes succès, je réussis, je suis fort, qui va absolument échouer. Le problème, c'est que potentiellement, son piège, c'est de tomber dans une sorte de schizophrénie. Alors c'est fort, hein, cette notion de schizophrénie, mais c'est-à-dire qu'il veut tellement éviter de perdre qu'il est prêt effectivement euh, à raconter ce qu'il faut raconter pour gagner, euh, à, à être d'accord avec des points de vue qui sont pas forcément le sien, mais à la limite il s'en moque, hein. Les grandes idées, c'est pas pour lui, quoi. Ce qu'il veut avant tout, c'est il a un objectif, il veut réussir. Donc le piège de son type, c'est de ne pas réfléchir à ce qui est important pour lui, de ne pas réfléchir à ses valeurs. Le plus fréquent pour ce camp de base 3 qui est euh, centré sur la réussite, le plus fréquent pour lui, bah, c'est de rater finalement sa vie en passant à côté de ce qui est essentiel pour lui. C'est-à-dire qu'il va passer d'un challenge à un autre challenge, mais sans jamais s'arrêter sur mais qu'est-ce qui a du sens au fond, quoi. Donc ben voilà, alors, crise de la quarantaine à fond pour ce type de personnalité-là. Et donc l'énéagramme, ce qu'il nous dit, quand on est camp de base 3, pour s'intégrer, pour se développer, pour s'épanouir, pour se réaliser, il faut être dans le camp de base 6. Le camp de base 6, lui, il est absolument fondamental d'être dans la cohérence, c'est-à-dire d'être dans quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui est logique de faire. Et donc le camp de base 6 est vraiment sur avoir une vie en cohérence avec qui je suis, quelque chose comme ça, ou avec ce en quoi je crois. Donc le fait de s'intégrer dans ce camp de base 6, d'aller chercher des ressources dans ce camp de base 6, d'aller chercher ce mode de fonctionnement critique, ça va aider un camp de base 3 à être totalement épanoui, totalement accompli. Autre point dans l'énéagramme, bah, chacun est plus que son type, hein, donc l'histoire personnelle, l'intelligence, les talents, bah, tout ça, voilà, l'énéagramme ne le connaît pas. Et au final, c'est quand même un des objets, c'est l'invitation à l'ouverture, hein. C'est plus on comprend des modes de fonctionnement qui sont complètement différents, comprendre que quelqu'un qui est dans le mental, eh ben, si on a l'impression qu'il n'est pas présent, c'est pas parce que il n'en a rien à cirer de ce qu'on lui raconte, c'est simplement parce que quelqu'un qui est dans le mental, en fait, il a une forte agitation, il pense toujours, il a plein d'idées, etc. Et potentiellement, il ne veut pas perdre de temps, il est dans ses réflexions, et donc voilà, c'est juste normal, quoi. Donc voilà, nos trois formes d'intelligence. Et du coup, là, je vais vous présenter en fait ces trois centres, ces trois mondes desquels nous venons, et je vous présenterai, ça va être l'occasion pour vous d'essayer de cerner euh, quel est votre centre préféré, c'est-à-dire quel est votre mode de fonctionnement qui est le plus facile, que vous pouvez utiliser pour vous détendre, avec lequel vous vous sentez à l'aise, et de repérer aussi quel est
le type d'intelligence qui est la moins évidente pour vous. Voilà. Donc, le centre mental. Donc, centre mental, hein, vous avez vu, c'est depuis l'origine, hein, on, on a toujours cru qu'il n'y avait que le QI. On parlait du QI, voilà. Et aujourd'hui, on en revient et on parle du QE, du quotient émotionnel, et du fait que le QI, c'est très bien pour réussir sa scolarité, mais pas forcément pour réussir ses relations. Voilà. Donc les gens qui... il y a- Oula, je suis allé trop vite. Donc les gens qui sont dans le centre mental, euh, la grande puissance, c'est puissance d'analyse, de prise de recul, une puissance aussi de résistance au stress, des fois, hein, le fait d'être euh, quelqu'un qui est dans le centre mental peut assister à une réunion où limite c'est la foire d'empoigne et puis bah, juste être en position méta, c'est-à-dire vraiment un peu comme le sage là, euh, à regarder ce qui se passe et voilà, simplement à décortiquer ça de manière rationnelle, mais pas à être impacté émotionnellement. Alors que des gens, quand il y a une situation de stress, quand il y a énormément de conversations, des gens qui sont dans l'émotionnel, bah voilà, ça peut complètement les mettre par terre, quoi. Ne pas être bien, avoir l'estomac noué, etc. Donc voilà, gros avantage du centre mental là-dessus, c'est de rester froid, de rester stoïque par rapport à ce qui se passe. C'est le centre de l'étude des possibilités, c'est le centre des choix et décisions en termes de choix et décisions, je dirais, analytiques, en termes d'analyse des scénarios. Mais il faut bien avoir en tête que euh, j'en parlais avec Antonio Damasio, l'erreur de Descartes. On ne peut pas décider sans émotion, hein. Ça, je vous raconte la petite histoire, hein. Que raconte Antonio Damasio. C'est un avocat qui a eu un accident à la tête et euh, dans l'opération, donc on l'opère. Et dans son opération, on va couper, sans faire exprès, le lien entre l'amygdale et le cerveau. Et en coupant ce lien entre l'amygdale et le cerveau, alors on a les amygdales dans la gorge et on a l'amygdale derrière dans le cerveau. C'est pas tout à fait la même chose. L'amygdale dans le cerveau, c'est le centre névralgique qui fédère en fait tous nos ressentis, toutes nos émotions. Et donc cet avocat expérimenté à qui on a coupé le lien entre l'amygdale et le cerveau va voir Antonio Damasio en consultation. Ils discutent bien pendant 1 heure et tout ça, vraiment une discussion très intéressante, logique, etc. Et à la fin du rendez-vous, Antonio Damasio lui demande quand est-ce qu'on se revoit prochainement. Et là, l'avocat tourne en boucle. En fait, il lui propose tous les prochains créneaux qu'il a dans les 2 semaines qui viennent, avec les avantages et inconvénients pour chacun des créneaux, mais il est incapable de décider lequel. Et ce qui va être raconté là-dessus, c'est que en fait, ce type va foirer toute sa vie à cause de ça, puisqu'il va perdre son travail, parce donc voilà, on ne peut pas travailler sans être capable de prendre des décisions soi-même, sans savoir quand il faut faire ci ou ça. Il va perdre sa maison, sa femme, enfin bon, voilà. Donc voilà, ça a été prouvé, donc c'est Antonio Damasio qui en parle le premier, et puis il y a eu énormément de travaux de recherche dessus. Il y a eu notamment un IRM du cerveau qui prouve que quand on décide, on le fait aussi avec nos émotions. Nos émotions sont nécessaires pour qu'on puisse décider. C'est comme la question toute simple, hein, est-ce que je me sens bien dans mes chaussures? Est-ce que mes chaussures sont bien? Bah, il n'y a pas d'équation hein, pour le dire. C'est vous le sentez ou pas. Et donc c'est souvent comme ça dans les décisions. Il y a des choses, c'est vous sentez au fond de vous-même. Mais l'avantage de ceux qui sont dans le centre mental, c'est que quand il y a des scénarios complexes, en fait, ils peuvent vraiment les décortiquer, analyser, mettre différents indicateurs, comme le scoring qu'on utilise par exemple pour les choix de logiciels, les choix de logiciels. Bah, voilà, ça va être très intéressant pour eux voilà, très, très intéressant et facile. Le centre mental aussi, il est orienté futur, il est orienté planification. Donc c'est quels sont les projets que je vais faire demain, quels sont les progrès de la science,
Ok, il m'arrive ça maintenant, mais enfin, qu'est-ce que ça a conduit, qu'est-ce que ça impacte? Donc ils ont une imagination créatrice, mais pas l'imagination de l'artiste, l'imagination du scénario, quoi. Création d'un nouveau scénario, il se passe ça, il y a tel problème. Ok, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans 3 mois, dans 6 mois? Voilà. Donc si je vais vous raconter la même histoire pour quelqu'un qui est dans le centre mental, quelqu'un qui est dans le centre émotionnel et quelqu'un qui est dans le centre instinctif pour que vous puissiez sentir en fait la différence de mode de fonctionnement. Quelqu'un qui est dans le centre mental, il a un rendez-vous super important à 14 heures et il est sur le périph, en costard-cravate avec sa mallette et il crève. Une personne qui est dans le centre mental, qui a le centre mental préféré, hein, donc c'est à peu près 25%, 30% d'entre nous, qu'est-ce qu'il fait? Bah, mais simplement, une fois qu'il est arrêté sur le côté, ou ben, enfin, il voit qu'il va s'arrêter sur le côté, pendant qu'il est en train de s'arrêter sur le côté, il réfléchit déjà il se projette, mais bon, ok, je vais être en retard, il faut que je prévienne pour le rendez-vous. Il est orienté futur, en fait. Il va falloir, ah bah tiens, mais j'ai une assistance aussi. Il va falloir que je répare la roue, j'ai une assistance, je vais appeler l'assistant. Voilà. Et du coup, il s'arrête sur le côté, et voilà. Et c'est tout, quoi. Il va être en retard, de toute façon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est ça. Voilà donc cette version de l'histoire pour le centre mental. Je termine pour les gens qui ont le centre mental au contraire réprimé, pour qui euh, c'est une intelligence qui n'est pas forcément évidente à mobiliser. Ça ne veut pas dire que vous êtes bête, hein, pas du tout. Vous avez bien vu que les gens qui s'en sortent le mieux dans l'entreprise, ben, c'est ceux qui ont le relationnel, hein. Quelqu'un qui a le centre mental réprimé, hein, donc plus difficile d'accès, eh bien, c'est des gens qui peuvent se dire, ah, mais j'aurais pu y réfléchir. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ah, c'est dingue, mais oui, mais si seulement je m'étais imaginé que tiens, j'aurais pu prévoir le scénario, voilà, bah, j'y ai pas pensé. Voilà. Donc ça peut être des personnes qui sont soit enfin, à agir trop vite, soit à se noyer dans leurs émotions et pas avoir pris suffisamment de recul. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation du premier centre, de la première intelligence? Alors, je vois dans le chat, la conversation. euh, hein, ok, ok, super. Le centre émotionnel. Centre émotionnel, donc c'est le centre effectivement de l'intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle, donc dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment et voilà, qui est important de développer pour avoir des capacités d'adaptation, etc. Ceux qui sont dans le centre émotionnel, pendant des années, ça a été très dur pour eux quand même de vivre dans l'entreprise parce que l'entreprise, et c'est encore le cas majoritairement, hein, n'est pas le chef-lieu où les émotions, il fait bon d'en parler. Et quelqu'un qui est dans le centre émotionnel, il est focalisé sur quels sont mes désirs, voilà, de quoi j'ai envie, comment je me sens. Quelqu'un qui est dans le centre émotionnel, vous lui demandez comment ça va, voilà, il va toujours être content d'en parler, quoi. Comment je me sens, super. Ah, ça marche bien, ça. Il- il- Donc c'est voilà, quels sont mes sentiments, quelles sont mes émotions. Donc c'est là aussi où je vais avoir de l'intuition, c'est-à-dire que j'arrive dans une salle de réunion, finalement instantanément, je suis capable de sentir qui est motivé ou pas pour cette réunion, vient là est en opposition, qui est-ce qu'il y a des tensions entre les personnes. Voilà. Ceux qui sont dans le centre émotionnel ont une capacité de relation aux autres parce qu'ils vivent aussi dans l'instant présent. Donc ils sont complètement connectés à eux-mêmes et connectés aux autres. C'est le centre émotionnel qui arrive à développer effectivement la connexion, l'interaction. C'est ce qui fait aussi dans les échanges commerciaux. Donc c'est l'empathie, euh, la capacité donc à se mettre à la place de l'autre, le, voilà.
Donc, voilà, c'est très bien. En même temps, c'est un centre qui est pas évident à gérer, hein, parce que ces émotions, oh là là, je sais pas quoi faire, j'ai plein d'émotions, je sais plus quoi faire avec ça, j'ai l'estomac noué, j'ai un peu mal au crâne parce que j'ai trop de trucs en tête. Donc c'est un centre qui est pas évident à gérer. La personne qui va à son rendez-vous l'après-midi, qui est dans le centre émotionnel, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle est en route, elle a déjà un peu de pression, quoi. Bon, il faut que je réussisse ce rendez-vous, etc. Voilà. Pah, le pneu crève. Oh non, mais c'est quoi ça? Et donc voilà. Et la personne dans le centre émotionnel, qui a le centre émotionnel préféré, la première réaction, c'est je tape sur le, enfin, je, je suis miné, je souffle, oh mais non, mais c'est pas possible. Ah ouais, mais déjà ce matin, je le sentais mal quand je me suis levé, c'était mal parti. Oh puis dis donc, c'est ma semaine de tuiles. Et voilà. Et du coup, je pars dans mes émotions et, et je reste là-dedans et voilà, et je sais plus quoi faire et je suis pris dans mes émotions. Et puis je réfléchis pas que j'ai une assistance pour changer le pneu, que je vais être en... Alors si je vois que effectivement ça va être horrible, je vais rater le rendez-vous, mais je pense pas forcément à prévenir tout de suite, quoi. Donc voilà, je suis vraiment pris dans mes émotions. C'est la première réaction que fait les personnes qui sont dans le centre émotionnel préféré. Les personnes qui n'ont pas le qui ont le centre émotionnel réprimé plutôt, pourraient s'entendre dire des autres qu'elles sont un peu distantes, qu'elles sont pas très sensibles, elles sont pas très sympas, qu'on les sent pas, qu'on sait pas ce qu'elles pensent, qu'on qu'on les sent pas avec nous. Voilà, ça c'est des personnes qui seraient dans le centre émotionnel réprimé. Le dernier centre, et pas des moindres, hein. Donc, dernière forme d'intelligence, troisième forme d'intelligence, l'intelligence instinctive. Donc, c'est des gens qui sont très forts. Alors, on parle d'agilité aujourd'hui. C'est des gens potentiellement qui peuvent avoir une grande agilité parce que effectivement, ils ont une sorte de créativité dans l'action. Donc, quand on dit, ben voilà, on fait ben, déjà qu'est-ce qui se passe? Tiens, on va réagir de telle manière. Et hop, ben après on verra, et on va avancer pas à pas, et ainsi de suite. Ça, c'est voilà, c'est un centre qui fonctionne là-dedans. Et donc, pas, pas du tout, hein, à la base, le centre instinctif, pas du tout de manière raisonnée et de manière planifiée, créative. euh, voilà. Alors, il y a de la créativité, mais dans l'action, c'est bim bam boum, action-réaction. C'est vraiment de la spontanéité. On me dit quelque chose, bim, réparti. Euh, et puis toujours, face au changement, on m'annonce qu'il y a un partiel, je m'en souvenais plus, poum, je mets en place tout de suite. Bon, ben voilà, tiens, ce soir, je fais 2 heures de révision. Là, je vais faire ci, je fais ça. Je liste tout ce qu'il y a à faire. Voilà. À la limite, je prends pas le temps de réfléchir. Je suis tout de suite, j'écris. J'écris, je note tout de suite de manière spontanée. Je fais les choses, quoi. Donc, c'est des gens qui ont une grande énergie, une grande motivation pour agir et qui finalement vont agir de façon instinctive en comparaison entre ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont déjà connu ailleurs. Donc ils vont avoir tendance à, à faire perdurer des modes de fonctionnement qu'ils utilisent depuis des années, quoi. Tiens, il se passe ça, ah bah ça leur fait penser à un truc, mais de manière instinctive, pas raisonnée, hein. Hop, ah bah du coup je vais faire ça, le même type d'action que j'avais fait avant. Donc quelqu'un qui est dans le centre instinctif, il va à son rendez-vous, il est sur le périph, il crève. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, alors il peut taper du poing, des fois ils ont un peu de colère, hein. Il peut taper du poing sur le volant. Il ouvre la portière, il descend, il va chercher le cric, la roue de secours. Hop, pendant qu'il est en train de monter la voiture avec le cric, il a son téléphone sur l'épaule et puis il appelle pour l'après-midi pour son rendez-vous. Et voilà. Et c'est seulement après qu'il se rappelle qu'il avait une assistance pour changer le pneu. Voilà, du coup, et donc quelqu'un, alors quelqu'un qui aurait le centre instinctif réprimé,
C'est quelqu'un qui aurait tendance à procrastiner, qui aurait du mal en fait à se mettre dans l'action, qui serait souvent en train d'hésiter. Alors, avec une particularité qui est plus dure, hein. Pour le centre instinctif, c'est plus dur de savoir si on est là-dedans ou pas. Pourquoi? Parce que le centre instinctif contient trois types de personnalités, hein. Donc chaque centre, en fait, donne lieu à trois modes de fonctionnement selon l'énéagramme, trois types de personnalités, ce qui nous fait 9 types de personnalités au total. Le centre instinctif, il donne lieu à trois types de personnalités qui sont, euh, il y en a un seul qui est visible de l'extérieur. C'est le camp de base 8 dont je vous ai parlé, qui est le combattant qui n'existe pas à enfoncer des portes, à être cash. Lui, on le voit tout de suite. Parce que déjà, au premier abord, il nous fait un peu peur, il nous apparaît un peu menaçant. On se dit, oulala, celui-là, j'aimerais pas lui chercher des noises. Il doit pas lui falloir, il doit pas falloir la lui faire à l'envers parce qu'il nous louperait pas, quoi. Voilà. Donc lui, effectivement, c'est facile. Et puis c'est facile pour lui de se voir en instinctif. Parce qu'il le sait, il a beaucoup d'énergie et souvent il s'en veut, il se dit j'aurais pas dû parler aussi vite, j'ai été trop cash, j'ai encore vexé un tel, voilà. Ok. Maintenant les deux autres camps de base qui sont dans le centre instinctif, c'est très compliqué de les voir parce que c'est très compliqué de voir qu'ils sont instinctifs. Parce qu'il y en a un, c'est le diplomate, et lui, son instinctivité, il va l'avoir au moment où il prend une décision et juste après avoir pris cette décision dans les actions. Là, il va avoir une capacité d'action énorme. Mais c'est quelqu'un à la base qui déteste décider et qui a un mal fou à décider. Donc du coup, lui, il se trouve pas instinctif, quoi. Il se trouve tout le temps en train de juger, d'attendre. Le diplomate, il cherche la fusion dans les opinions des autres. C'est Du coup, pour lui, bah, d'abord, d'un aspect extérieur, on a l'impression qu'il est mou, que c'est toujours le dernier qui lui a parlé qui a raison, donc on ne sait pas trop ce qu'il pense. On ne le voit pas comme instinctif. Et pourtant, au moment où il va prendre une décision, en fait, il agrège tous les contenus qu'il a déjà vus, toutes les idées, il met sous forme d'équations, hein, de manière instinctive et pas rationnelle. Euh, Comme, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait de l'assembleur, où on disait on empilait les données avant de les dépiler, et ben c'est le même principe, c'est-à-dire qu'en fait il empile comme des équations toutes les opinions des différentes personnes, et puis il ne prend pas la décision parce que prendre une décision, ça risque de froisser telle ou telle personne, mais quand il va sentir que le fait de ne pas prendre de décision, ça génère plus de frustration que d'en prendre une, et ben là, il y a une espèce de déclic où il agrège toutes les opinions et il arrive à prendre la meilleure décision de façon pas du tout rationnelle, hein, de façon instinctive. Il arrive à sentir que la meilleure des décisions pour faire le moins de casse, le moins de conflits entre tous les gens, c'est ça. Et là, dans la capacité d'action, dans la capacité d'engagement, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a une force, une puissance de travail très significative. Donc ça, c'est le deuxième camp de base de ce centre instinctif. Et le troisième camp de base, c'est le perfectionniste. Et lui, le perfectionniste, ben, c'est très compliqué de voir qu'il est instinctif parce qu'il laisse rien transparaître. Le perfectionniste, il cherche à être parfait sous toutes les coutures. Donc il montre pas quand il a bossé beaucoup. Donc c'est compliqué de savoir que c'est un instinctif. Là où on va pouvoir comprendre, c'est que il n'est pas trop, il est pas trop sur ses émotions. Il n'est pas trop à l'aise pour parler de ses émotions. Il paraît à l'écoute, mais en fait, quand on cherche un peu à discuter des émotions, c'est compliqué. Parce qu'il préfère pas trop parler de ses émotions, pas trop être en contact avec ses émotions. Euh, et je vous en dirai plus plus longuement. Voilà. Donc du coup, parmi ces trois centres, quel est pour vous, donc là je vais vous inviter, ce que je vous disais en préambule ce matin, hein, à prendre quelque chose pour noter de côté. Je vais vous poser plusieurs questions et de la réponse à ces questions, vous allez pouvoir déduire votre type de personnalité. Donc là aujourd'hui, quel est le centre que vous utilisez le plus
facilement. Est-ce que c'est plutôt le centre mental? Est-ce que c'est plutôt le centre émotionnel? Est-ce que c'est plutôt le centre instinctif? Voilà. De quel mode de fonctionnement vous vous sentez le plus proche? 90% d'entre nous sont là-dedans. C'est-à-dire que dans ce que je vous ai présenté, il y a des choses où vous avez dit, ah ça c'est moi, ah ça c'est moins moi. Donc la plupart d'entre vous, là, vous avez, soit vous dites, ouais, bon moi je me vois plutôt en centre mental, après je ne sais pas entre l'instinctif et l'émotionnel. Le centre réprimé, bah, si vous ne savez pas, vous mettez centre réprimé, bah, peut-être émotionnel ou instinctif, voilà, vous notez, vous pouvez noter les deux. Si vous avez un doute sur votre centre préféré, bah, vous pouvez mettre centre mental ou émotionnel. Et puis centre réprimé, si vous savez que c'est sûr, vous n'êtes pas dans le mental, ou vous n'êtes pas dans l'instinctif, ou vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Voilà. Donc, je vous invite à noter ça. Quel est votre centre préféré? Ou si vous avez une hésitation, l'hésitation entre les deux centres. Quel est votre centre réprimé, le centre qui est le plus, pour vous, qui est le plus difficile à utiliser? Ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous vous posez cette question, c'est de vous poser cette question quand vous étiez ado. Euh, Adolescent, finalement, c'est là où vous commencez à prendre du recul par rapport à l'éducation de vos parents, et c'est là où vous vous dites, où vous vous confrontez au regard des autres. L'opinion des autres devient très très importante quand on est ado, hein. On oublie complètement ce que nous disent nos parents, et puis on est, voilà, ce qui compte, c'est nous et ce qu'en pensent les copains, quoi. Et c'est plus important que tout. Et c'est là où on commence à se prendre des taquets sur notre mode de fonctionnement parce que on est trop timide, parce que on est trop exubérant, on a trop la tchatche, on saoule, parce que comment dire, on est trop, on n'arrête pas d'être critique, parce qu'on n'est pas marrant, parce que voilà. Donc du coup, voilà, on a tous reçu des critiques depuis l'âge de l'adolescence, et finalement, c'est en fonction de ces critiques-là qu'on va adapter notre mode de fonctionnement et qu'on va faire déjà du développement personnel. Donc, quand vous vous posez cette question, quel est mon centre préféré, essayez de vous revoir quoi, dans vos travers, je dirais enfant, adolescent, jeune adulte, voilà. Avant de vous être développé, avant de vous être amélioré, quels étaient vos travers principaux et comment vous fonctionniez.